Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce 8e webinaire de la JE. Aujourd'hui consacré à un changement de stratégie RSE et climat d'une entreprise que nous connaissons bien, qui est le groupe La Poste, en tout cas l'une de ses branches, la branche principale, qui s'appelle Service Courrier Colis. C'est une grosse branche puisqu'elle génère 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Elle emploie environ 60 000 postières et postiers Un peu et plus, un permettez. peu plus en plus. Oui, 60 000, c'est le chiffre des facteurs. Des Des facteurs, facteurs, pardon, autant pour hein, moi. mais on est 110 000 au-delà. Voilà, 110 000 postiers, dont 60 000 facteurs et factrices. c'est ça. Et donc, vous distribuez 460 millions de colissimo, 6 milliards de lettres par an. Et vous êtes connu dans le monde de la RSE pour avoir pris depuis longtemps des engagements très ambitieux, aussi bien en termes RSE stricto sensu que de climat. Mais comme vous allez nous en convaincre, cette dernière stratégie a évolué récemment, puisque vous passez de la neutralité carbone, qui est un engagement pris par de très nombreuses entreprises de par le monde aujourd'hui, au zéro émission nette, qui est bien plus ambitieux pour le climat, mais sûrement bien plus compliqué à mettre en œuvre pour une entreprise de la taille du groupe La Poste. Alors, je vous propose de séquencer cette discussion en deux parties. Une présentation un petit peu générale et de l'entreprise et de la stratégie RSE climat par Philippe Dorge, qui est le directeur général du groupe La Poste en charge de la fameuse branche service courrier colis. Et puis, nous irons plus au fond des choses avec Laure Mandaron, la directrice RSE de la même branche. Philippe Dorge, merci de nous consacrer du temps. Et donc, présentez-nous un petit peu la branche sur laquelle vous êtes assis et l'ambition qui est désormais la vôtre. Absolument. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je crois que c'est vous Alors, c'est moi qui vais passer les diapos. J'arrive de... Voilà, c'est juste pour à l'appui. D'abord, je suis vraiment ravi de passer du temps avec vous et pour vous dire à la fois notre ambition, notre détermination, notre sincérité sur tous ces sujets. Est-ce qu'on voit votre présentation? Voilà, je crois, oui, oui, ça y est, absolument. De la neutralité carbone au zéro émission nette, la stratégie climat de la poste branche service courrier colis. D'ailleurs, je devrais tout de suite dire qu'il y a trois piliers, hein. Il y a la partie climat, dont on va beaucoup parler quand même aujourd'hui, hein, mais il y a aussi le sujet de l'utilisation des ressources, hein, et de l'eau sur lequel on travaille aussi, on pourra en parler. Et puis, un peu plus récemment, mais quand même, mais il y avait aussi des choses qui étaient faites avant, où on a formalisé les choses au niveau de la politique biodiversité. Voilà, et donc on pourra aussi élargir les sujets au-delà du strict sujet climat. Évidemment, comme on est un grand logisticien, le sujet climat est très, très important. Alors peut-être, si on avance, effectivement, rappeler un peu bon, bah, la Poste, tout le monde connaît évidemment autour de la table. Dans la Poste, vous avez la Banque Postale, donc voilà, c'est pas moi. Vous avez Géopost, hein, qui comprend surtout les activités internationales du groupe La Poste avec DPD dans d'autres pays que la France, parce qu'on ne le sait pas, mais le groupe La Poste est un groupe aussi international. Il y a la branche grand public et numérique, hein, qui porte les bureaux de poste. Donc moi, je ne m'occupe pas des bureaux de poste et finalement des canaux qui euh, commercialisent nos offres, que ce soit bancaires ou services courrier colis au grand public. Mais j'ai en charge à la fois le chiffre d'affaires, c'est l'essentiel d'ailleurs pour services courrier colis, puisque c'est 92% de notre chiffre d'affaires aux entreprises, hein, et aux organisations, y compris les administrations. Et évidemment, j'ai en charge tout l'appareil logistique de la collecte, c'est-à-dire du premier kilomètre, que ce soit courrier, colis, service, jusqu'au dernier kilomètre, et donc en passant par le traitement, c'est-à-dire le tri, et tout l'appareil logistique, en fait, est de proximité. Et donc, je suis aussi, et par la même occasion, le patron des factrices et des facteurs. Voilà. Alors, les activités, on peut passer voilà, le slide suivant. Évidemment, nous sommes confrontés, nous, la décroissance, on connaît, si vous voulez. J'ai envie de le dire, je le dis souvent, décroissance, bah oui, décroissance du courrier. Il y avait 18 milliards de lettres en 2008, 6 milliards l'an passé. En fait, notre vrai défi, c'est de faire en sorte qu'il y ait encore du courrier dans 10 ou 15 ans, hein. C'est ça notre défi, et donc d'assurer
un avenir pour le média courrier. Nous pensons que il y a dans une économie de l'offre une possibilité pour qu'il y ait encore du courrier. Ça dépend d'abord de nous. Et donc, il faut que c'est tout le sens de la nouvelle gamme courrier dont vous avez entendu parler, qu'on a lancé l'an passé, le 1er janvier 2023. Nous avons supprimé le réseau rouge, hein, le timbre rouge, qui était très, très peu utilisé, qui utilisait des moyens disproportionnés, notamment 3 avions quotidiens, 300 liaisons nationales dédiées au réseau rouge. On a aussi basculé l'offre verte et l'offre entreprise correspondante de 2 jours à 3 jours. Donc, quelque part, on a détendu notre réseau logistique courrier, mais pour pouvoir toujours passer chaque jour, et on pourra s'en expliquer si vous le souhaitez. Inversement, alors bien sûr, dans nos activités traditionnelles, il y a le courrier publicitaire, hein, qu'il soit adressé, non adressé. Et donc, dans notre vision du courrier, il restera du courrier dans 10 ou 15 ans. Il y aura toujours, nous le pensons, du courrier relationnel parce qu'un courrier, malgré tout, ça a de l'impact. Et l'habitude d'ouvrir sa boîte aux lettres, eh bien, elle demeure du côté des Français. Nous voulons passer tous les jours, dès lors, bien sûr, qu'il y a un produit à distribuer au domicile ou hors domicile. Et puis distribuer la presse. Donc on a à la fois aussi des missions de service public, hein, comme la presse, et puis des activités commerciales. Pour faire simple, parce que quelquefois c'est un peu compliqué de dire c'est quoi les missions de service public, ce qui arrange la mission de service public ou ce qui est offre commerciale. Je vais prendre un exemple pour vous dire. Un colis, si vous en expédiez un courrier, un colis, si vous le déposez en bureau de poste, hein, pour l'envoyer à un autre particulier, c'est arrangé dans le service universel postal. Si ce même produit, vous le commandez sur une place de marché et vous le faites parvenir par la poste, ou c'est le e-commerçant qui choisit la poste, on est dans le domaine de l'offre commerciale. Voyez, donc, dans la même sacoche, je dirais presque quasiment le même produit, le même type de colis peut être relevé du service universel postal ou relevé des offres commerciales. Et évidemment, tout ça est organisé, opéré dans les mêmes conditions. Alors, le colis, c'est bien sûr inversement une activité. Non, non, ne passez pas tout de suite, je suis sur le même, pardon. Le colis est donc Colissimo, hein, c'est la marque que tout le monde connaît. C'est le colis de la Poste qui, lui, est en croissance. Euh, on est autour de 450 millions à peu près d'objets cette année, à peu près, qu'on va pouvoir apporter. Et peut-être tout de suite vous dire 2 choses pour comprendre notre stratégie. Là, c'est plutôt d'accélérer la livraison des colis, si on veut être dans le match du marché. Et tout de suite, vous allez me dire, bah alors vous ralentissez le courrier, vous augmentez la vitesse du colis, comment vous faites? Alors, il faut bien savoir que le premier et le dernier kilomètre, en fait, sont complètement mutualisés, enfin, complètement, en tout cas à 80%, sauf dans les zones urbaines très denses. Mais notre modèle, c'est la mutualisation maximale, dès que c'est possible, entre le courrier et le colis. Et deuxièmement, lorsque nous accélérons la vitesse en fait, donc d'acheminement, hein, du colis, en fait, c'est écologique parce que, alors, je vais répondre à vos questions là-dessus, mais c'est en fait, nous faisons des liaisons directes. C'est-à-dire, ce que nous avons fait, c'est que dès lors que nous avons suffisamment de masse de colis, de nombre important de colis. Nous avons maintenant des trieurs qui ont une capacité de tri à l'heure qui est beaucoup plus importante avec beaucoup plus de porte-à-quai, ce qui fait que nous pouvons envoyer directement un camion, hein, une caisse mobile bien chargée, directement à un point de distribution dans une autre région sans passer par un tri intermédiaire, ce qui finalement nous fait économiser des kilomètres et ce qui nous permet de faire la chasse au vide et aux kilomètres inutiles. Donc, voilà, ça fait partie de notre industrie et je pourrais répondre à des questions, si vous le souhaitez, sur ce sujet et qui nous permet finalement de présenter que l'activité de la Poste, c'est finalement le transport en commun de la petite marchandise. C'est comme ça que j'aime bien le définir. C'est faire en sorte donc qu'il y ait toujours du courrier, hein, dans l'acheminement de ces produits, de mutualiser au maximum les flux courrier, presse, courrier publicitaire, ce qui n'était pas le cas autrefois, mais d'intégrer le plus possible les colis de la Poste dans les organisations logistiques jusqu'à la tournée des facteurs et ainsi de pouvoir passer sur un point de distribution avec un maximum de produits
et c'est à la fois bon pour la performance économique et la performance écologique. C'est cette vocation finalement de transport en commun du produit qui nous permet, avec d'autres plans d'action, notamment l'électrification, mais on vous en parlera tout ça, d'afficher finalement le meilleur score écologique au colis. Colissimo, c'est 316 grammes de CO2 par colis. Voilà, et là de bout en bout. Euh, et en tenant compte en moyenne à la fois des livraisons domicile ou hors domicile. Parce que sur le hors domicile, vous avez souvent des comparateurs ou des concurrents qui ne mesurent que leur livraison en groupage des points hors domicile, mais sans compter le traitement et l'acheminement national. D'ailleurs, sur ce maillon-là, on est à 50 grammes, donc on est même mieux que les concurrents. Et en fait, il n'y a pas mieux que la Poste par cette politique de mutualisation. Euh, pour atteindre cette performance écologique. Voilà. Alors, on a donc une stratégie en 3 piliers. Faire en sorte qu'il y ait encore du courrier dans 10 ou 15 ans. Pour ça, il faut que le courrier soit encore accessible en termes de tarifs. C'est tout le sens de Nouvelle Gamme Courrier et à la fois des adaptations de l'offre que nous avons faite l'an passé par rapport aux besoins de nos clients et d'économie aussi, en supprimant le réseau rouge qui n'était quasiment plus utilisé. Deuxième axe, c'est d'être très compétitif sur le colis. Et finalement, si les messageries ou des expressistes, ou même des relayistes prenaient la place de la Poste, ben, vous auriez une multitude finalement de passages et de livreurs qui viendraient dans les régions. Donc nous, on considère que on doit tenir aussi notre part de marché pour tenir ce réseau mutuel quelque part. Et c'est aussi le rôle qu'on joue finalement auprès des e-commerçants. Confiez-nous vos volumes, nous les transporterons, vos produits, avec ceux d'autres commerçants. C'est notre vocation. Et donc d'être leader sur la logistique des petites marchandises. Et puis, troisième pilier que nous avons développé et qui rentre aussi, je crois, dans nos missions d'intérêt général et donc quelque part dans la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est quels sont les services de proximité humaine que nous pouvons rendre à cette occasion. Donc c'est dans le cadre, là aussi, maximum dans le cadre de nos organisations de travail, lorsque les facteurs passent déjà, c'est les missions d'intérêt général comme le portage de repas aux personnes âgées ou aussi le portage de médicaments pour les officines de pharmacie et d'autres missions. Je pense aussi par exemple au diagnostic de logement, par exemple, de performance écologique, ou encore pour le compte d'entreprises, de repérage, de défauts dans la chaussée, dans les infrastructures, ce que nous pouvons faire aussi pour les collectivités locales, aussi en termes de communication de proximité. Voilà, c'est un peu ça la philosophie, vous le comprenez bien. On doit faire face à une baisse très très forte du courrier. Donc on doit garder, alors on adapte bien sûr ce réseau de logistique et de services de proximité, mais nous avons bien l'intention de rester en proximité et d'avoir toujours un maillage de tournée de facteurs qui permet de couvrir l'ensemble du territoire et essayer de compenser la baisse du courrier en intégrant, en injectant finalement ces activités en croissance ou complémentaires pour tenir ce réseau. Et finalement d'avoir toujours ce service de transport en commun, comme je le disais, à la fois de l'information jusqu'au domicile, de la petite marchandise et des services. Alors, dans ce cadre de la stratégie, on a écrit une politique RSE. Alors moi, j'aime bien formaliser les systèmes de management. Si on veut l'appliquer, il faut qu'on ait une politique. Cette politique, elle a été aussi partagée bien sûr avec le groupe, avec la direction RSE du groupe. Et finalement, c'est de dire quels sont nos quoi et les principaux comment, et chacun de ces comment, finalement, après, se déclinant en objectifs, en programmes d'action, etc. Donc, on a travaillé à une synthèse en 4 axes. C'est, vous les voyez ici à l'écran, c'est œuvrer à l'accélération de la transition écologique pour tous. Alors, comment? En étant l'acteur de référence de solutions de transport de livraison bas carbone, c'est un peu ce que j'ai expliqué avant, en déployant une gestion durable de nos bâtiments, en réduisant la consommation des ressources et les impacts sur la biodiversité, et en adaptant nos activités aux effets du changement climatique. Deuxième grand axe de cette politique, c'est de contribuer à la cohésion des territoires, de favoriser l'inclusion sociale et d'entraîner notre écosystème.
Comment? En étant le leader de la logistique urbaine à faible émission. Donc là, on a tout un pan de notre stratégie sur et dans les villes. Comment nous. Et là, évidemment, c'est l'accélération de nos programmes d'électrification, notamment de notre flotte électrique. Et Laure vous le détaillera. Mais dès la fin de l'année, on vise à être en électrique sur l'agglomération de Paris et en grande partie dans les 22 grandes métropoles, en tout cas à l'intérieur des 22 grandes métropoles. Et on aura l'année prochaine une tournée sur deux qui sera électrique. On est voilà, le leader des véhicules électriques, des flottes électriques de livraison en France aujourd'hui, je crois même d'ailleurs en Europe ou dans le monde. Je ne sais pas si la poste chinoise maintenant s'y est mise, mais en tout cas on était les premiers dans le monde jusqu'à il y a très peu de temps. De co-construire, d'innover avec nos fournisseurs, prestataires des dynamiques des grandes filières. Il faut le savoir, par exemple, que la filière des vélos électriques, des vélos assistance électrique, a été développée en France grâce à la Poste. Si la France est certainement le premier pays européen producteur de vélos électriques, c'est grâce à la Poste. De la même manière qu'il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, nous avons été avec le groupe Renault à l'initiative des premiers programmes de véhicules électriques en France, à 4 roues. Contribuer aux politiques locales de transition écologique, numérique, démographique et territoriale. Évidemment, ce qui est important, c'est, vous le voyez bien, c'est qu'on ait des déclinaisons territoriales, par région, voire par territoire. Et donc, ce dont on parle, on essaye d'abord de l'appliquer, de le rendre visible par région, d'impliquer aussi des réseaux d'ambassadeurs, et Laure va beaucoup vous en parler, mais aussi que ça soit connecté avec des politiques publiques territoriales qui parlent du même sujet, pour faire vraiment un effet de halo et d'efficacité. Et puis, contribuer à la cohésion sociale par un recrutement inclusif, sont nos engagements à la fois sur l'apprentissage, sur les jeunes, sur l'intégration aussi avec des entreprises d'insertion. Et on pourra vous en parler si vous le souhaitez. Troisième axe, c'est on est une entreprise engagée, mais on va être aussi une entreprise engageante pour promouvoir des modes de consommation et numérique responsables. On vous parlera donc à la fois d'offres postales, notamment dans le domaine des services, mais qui ont un impact positif. Donc, je vous parlais du courrier, du colis et des nouveaux services. Dans les nouveaux services, il y a beaucoup d'offres, en fait, qui touchent à la transition écologique et énergétique. On a cette organisation, cette puissance nationale et territoriale qui peut faire accélérer les choses dans le domaine de la. Quels exemples Par exemple, vous le verrez, c'est l'écomobilité, c'est-à-dire que beaucoup d'agglomérations ou de régions, de territoires se mettent à développer des plans vélos ou de l'usage, par exemple, de location de vélos à assistance électrique. Donc, nous opérons, par exemple, pour l'Île-de-France, pour Île-de-France Mobilité avec Véligo. C'est nous qui l'opérons. Je pense d'autres exemples, c'est le recyclage et le réemploi. Vous le verrez, on a commencé par la collecte et le recyclage de papier et carton dans les entreprises. Donc les facteurs peuvent récupérer de façon diffuse toutes ces. Et nous sommes en train de l'élargir au matériel électronique et au textile avec une nouvelle, voilà, avec de nouvelles filières de récupération de textiles. On pourra, si vous voulez, en parler. Je pense aussi à l'énergie. Donc là, nous avons on avait commencé avec nos facteurs, à faire de la communication de proximité sur la sobriété énergétique. Et puis, on a remonté un peu la chaîne de valeur et nous avons fait l'acquisition d'une filiale qui s'appelle Économie d'énergie et qui, en fait, collecte et valorise les certificats d'économie d'énergie. Et donc, nous proposons d'être l'intermédiaire, en fait, entre des financeurs qui sont les grands énergéticiens qui doivent payer des budgets voilà, de financement et des collectivités, des entreprises, voire des particuliers qui doivent financer leurs travaux. Voilà, donc on est là un peu l'intermédiaire et on est évidemment bien placé pour le faire. Voilà quelques exemples euh, à la fois autour de la mobilité, de l'économie circulaire et de l'efficacité énergétique. Est-ce que je réponds à votre question? absolument. Merci. Voilà. Comment? En
en éco-concevant nos offres pour une consommation responsable. Nous avons, on vous en parlera euh, largement il y a quelques années, formé, acculturé nos marketeurs et nos ingénieurs de l'offre pour intégrer finalement toute cette dimension RSE dans les offres elles-mêmes. Hein, et pas simplement après de dire, ah bah tiens, comment on pourrait faire un greenwashing des offres, mais vraiment en concevant ces offres à la fois par des circuits logistiques qui sont plus efficients, euh, en proposant à nos clients, par exemple, des comparateurs finalement de solutions d'injection de leur flux dans nos routes. Hein, évidemment, si nous injectons de telle ou telle manière sur telle ou telle plateforme, ça n'a pas du tout le même impact. Voilà, ce sont des exemples. Mais c'est aussi autour, par exemple, des solutions courrier, hein, tout simplement. Lorsque on veut moderniser la lettre recommandée qui a X feuillets avec un volet carbone, bon, ben, bien sûr, on veut essayer de simplifier tout ça, supprimer le feuillet carbone. Comment faisons-nous eh bien, les équipes RSE sont vraiment partie prenante de ces hackathons hein, qu'on peut faire aussi pour essayer de prendre en compte tous ces aspects dans la conception des offres. Voilà quelques exemples qui me viennent en tête, mais il y en a certainement plein d'autres. Voilà. Ensuite, ce sont les services numériques éthiques et inclusifs et frugaux. On a une charte éthique sur le numérique à la poste avec un comité éthique et sur la frugalité du numérique. On travaille à la réduction aussi de notre impact énergétique dans ce domaine et puis des sujets d'usage, d'allongement de la durée de vie des équipements en parlant par exemple des véhicules. Hein, on a pris la décision il y a quelque temps d'allonger la durée de vie de véhicules, passer à peu près jusqu'à 7 ans en fait, hein, ou encore dans l'usage de nos téléphones portables, de passer je crois à 3 ans, je crois, hein, 5 ans même, de 3 à 5 ans. Voilà. Puis après tout, le dernier champ, bien sûr, qui est important, ce sont les droits humains, la diversité. Moi-même, j'ai souhaité qu'on mette en place le label diversité, hein, qui est délivré par la FNOR, qui est une politique publique et puis les droits humains, évidemment, comme socle. Voilà. Alors ça, c'est la politique. Cette politique, en fait, elle est déclinée, Laure pourra vous l'expliquer, dans un système de management. C'est-à-dire, ça, ce sont les quoi, on peut peut-être passer, et ensuite des comment et des actions. Et en fait, tout notre plan, c'est une arborescence hein, de programmes qui va jusqu'au terrain. Je vais essayer de vous l'illustrer. Et c'est peut-être pas donc un hasard si nous avons ces recommandations. Alors, nous avons un système de management à la Poste Service Courrier Colis. C'est un système de management qu'on appelle le système d'excellence, voilà, qui, en fait, c'est pour éviter que nos opérationnels, ils aient des consignes, des politiques dans tous les sens. Donc, ils ont un seul système de management attendu et on essaie d'intégrer au maximum euh, en fait, l'égalité des attentions hein, au travers de 4 systèmes de management. Vous voyez le système de management de la qualité, donc qui est orienté sur les clients, le système de management de la performance, qui est orienté performance économique, donc l'entreprise, le système de management de la sécurité et des conditions de travail, c'est le SMSST, qui est orienté collaborateur, et le système de management de la responsabilité sociale et environnementale, donc pour nos parties prenantes, pour notre environnement. Et en fait, l'idée à travers cette cohérence hein, du système, c'est que finalement, toutes les animations hiérarchiques dans la journée de travail, finalement, hein, d'un postier, ça commence par exemple, au moment du tri général, par un brief avec son encadrant, on va parler de ces différents sujets de façon la plus intégrée, la plus cohérente possible. Alors, on peut passer ensuite sur, voilà. Vous le retrouvez au niveau d'un établissement. Un établissement, ça c'est la maison de l'excellence. Hein, c'est un peu le système de management que je vous ai présenté, avec le suivi d'objectifs, hein, de résultats à la fois, mais aussi de processus. Ce qu'on appelle la maison de l'excellence. Vous retrouvez donc les principaux indicateurs et vous retrouvez ici marqué en vert tout ce qui peut concerner l'environnement. Euh, voilà, j'ai du mal à le lire immédiatement ici, mais c'est l'énergie absolument, les gages des véhicules et des ressources.
Ensuite, nous avons finalement une évaluation de euh, de ce déploiement de la RSE au niveau de chaque site. On est obligé évidemment d'organiser tout ça. Ça peut vous paraître un peu complexe, mais je rappelle quand même qu'on a près de 300 établissements et on a 2600 sites avec 60 000 facteurs. Donc il faut organiser un peu les choses. Et donc évidemment, nous avons pour chaque établissement après un RSE score qui a été conçu par la direction des opérations et avec leur mandaron de la RSE que vous voyez ici, voilà, et qui finalement aide l'établissement. Alors un établissement, ça peut être 300, ça peut être 500 personnes à peu près, c'est la main à peu près de ça, de s'évaluer finalement sur cette échelle qui prend en compte, comme vous le voyez, à la fois le climat, de l'éco-conduite des véhicules, la performance énergétique des bâtiments, l'accompagnement des clients dans leur propre transition, c'est-à-dire qu'on vend à nos clients en territoire les solutions dont je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple. Bien sûr, l'inclusion des collaborateurs, leur bien-être au travail, ou encore la parité. Là. Donc là, il y a un certain nombre d'indicateurs, notamment l'égalité homme-femme sur l'emploi et les salaires. Et puis des projets qui contribuent au développement territorial, dont les projets de séquestration carbone dont on pourra parler tout à l'heure, mais pas que. Voilà, on peut avancer, parce que je crois qu'il faudrait peut-être nous donner un peu de temps pour... Voilà, quelques offres de nouveaux services qui accompagnent nos clients dans le domaine de la RSE. Je vous ai parlé de Recigo. Nouvelle Attitude, c'est une entreprise d'insertion qui est à la Poste et qui travaille donc avec les organisations logistiques de la Poste, justement pour le recyclage et le réemploi papier, carton et de plus en plus textile, matériel électronique dont je vous ai parlé. Action Habitat, c'est l'action de nos facteurs, de nos postiers en territoire en relation d'ailleurs avec les guichets les territoriaux qui peuvent exister et en particulier avec l'ANA, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, sur la sensibilisation et les diagnostics, voire l'accompagnement de travaux de rénovation. Et je vous parlais de l'économie et de l'énergie, notre filiale, qui prend le relais finalement d'Action Habitat pour monter des dossiers, accompagner les dossiers et valoriser les certificats d'économie d'énergie. Et puis des plans de mobilité. Alors là, c'est l'exemple de Fluo en Île-de-France dont je vous parlais, mais il y a aussi Strasbourg, Clermont-Ferrand, je crois, où la Poste maintenant est opérateur pour mettre en place des plans de mobilité douce dans les agglomérations. En fait, c'est quoi? C'est souvent, alors ça peut être de location de vélos assistance électrique pour les particuliers, mais ça peut être aussi la mise en place d'infrastructures de vélos électriques, de récupérer les vélos, les remettre en place, faire du repositionnement ou de la livraison aux particuliers et aussi de la maintenance. Et on développe tout un réseau de maisons vélos parce que quand même la Poste est un peu spécialiste. Ça fait longtemps qu'on utilise des vélos. Voilà, on peut avancer si vous voulez bien. Voilà. Alors, pour les particuliers, nous avons développé le score écologique. On le faisait déjà pour les entreprises, c'est-à-dire que, comme je vous le disais, on est capable. Aujourd'hui, Laure pourra vous l'expliquer, mais on a vraiment une traçabilité de nos routes pour les différents produits que nous transportons, être capable de dire, voilà, ces colis-là qui ont été injectés à tel endroit sont passés par telle route, et dans cette telle route, il y a tel véhicule qui est diesel ou encore, ou qui est déjà électrique, combien de kilomètres ont été parcourus. Donc, on a les capacités de traitement des data autour de l'écologie. Et donc, de pouvoir restituer à la fois des gens, on le faisait pour les entreprises, avec des certificats qu'on donnait chaque année dans le cadre du programme ancien qui était de compensation. C'est capable de donner tout cela à nos clients entreprises. Et donc, on l'a développé aussi pour les particuliers. C'est sur laposte.fr. Et selon le poids du produit, on va conseiller, il y a un calculateur qui permet de conseiller plutôt une livraison domicile, hors domicile, à tel endroit, et sous quel prêt à poster ou prêt à envoyer, la meilleure solution pour calculer tout cela. On peut avancer. Voilà, vous trouvez ici quelques exemples. Alors,
peut-être, voilà, ça sont des exemples de programmes locaux bas carbone dont Laure pourra vous parler, donc c'est autour de la séquestration. Alors peut-être pour vous expliquer en fait compensation et passer de la compensation au zéro net émission, je vais essayer de l'expliquer avec mes mots. C'est d'abord évidemment de toujours mesurer, mais de mesurer de façon plus exhaustive. Et donc on est en avance, je crois, sur la mise en place de la CRD. Alors on mesurait déjà, comme je vous l'ai dit, sur notre périmètre opérationnel, hein, euh, et nous mesurions de façon avec des outils, je crois qu'on était assez en avance hein, sur ces outils de mesure. Évidemment, avec la CRD, on va mesurer le scope 1, le scope 3, enfin, de façon plus large, y compris avec nos fournisseurs, d'essayer de modéliser aussi la manière dont nos clients utilisent nos services. Par exemple, c'est l'exemple du hors domicile. Hein. Donc voilà, donc de continuer de mesurer, mais de mesurer plus largement. Ensuite, on avait dans la compensation la réduction. Alors, si on va continuer à réduire, mais beaucoup plus vite. Donc on avait une, ré- une trajectoire hein, de réduction qui était, on avait visé entre 2013 et 25 moins 30%, 33% pour être exact, entre 2013 et 2025. Nous avons déposé une nouvelle trajectoire SBTI à 2040, hein, qui est maintenant à moins 90. Donc, il s'agit maintenant, si vous voulez, on va continuer de réduire, mais de réduire de façon plus drastique. Alors, comment faire? On pourra largement. Moi, je ne vais pas voilà, trop disrupter la présentation qui va suivre, mais c'est de poursuivre d'abord, je vais le dire en quelques mots quand même, de poursuivre notre politique de mutualisation. Vous voyez bien qu'à la Poste, si nous arrivons à trouver des solutions pour mutualiser au maximum les différents flux, nous faisons la chasse au vide, nous faisons la chasse aux kilomètres inutiles. Donc, cette massification, c'est pour nous vraiment le principal levier. Après, bien sûr, d'agir sur les modes d'énergie à la fois des liaisons nationales, parce que le poids des liaisons nationales pèse énormément, et donc là, c'est toutes les énergies bas carbone qu'on peut développer maintenant sur les poids lourds. C'est un peu long, mais on est en avance. Je crois qu'on va atteindre 10%. Hein, on est à 10%. Et bien sûr, après, de traiter le premier et le dernier kilomètre. Et puis de travailler sur des routes, en fait, les routes de transport, c'est travailler l'optimisation. Paradoxalement, comme j'ai essayé de vous l'expliquer, quand Colissimo décide de faire plus de J+1, parce qu'il a suffisamment de volume, eh bien, au lieu de s'arrêter à mi-chemin pour retrier, pour ensuite redisperser, eh bien, c'est d'engager des liaisons directes. Et les liaisons directes, paradoxalement, elles sont plus rapides et elles sont plus écologiques qu'un toucher de colis intermédiaire. Voilà, tout ça, on pourra vous expliquer. Et bien, évidemment, c'est l'électrification qui nous aide à tout ça. Donc, on continue de mesurer, mais plus largement, réduire, mais réduire plus vite, et enfin, simplement de compenser, d'aller chercher des programmes de séquestration hein, pour les émissions résiduelles, et avec des programmes. Alors, nous avons été, d'abord, Laure, hein, si, je le dis, a été très leader avec le ministère de l'Environnement, déjà en lançant avec le gouvernement français hein, le label bas carbone en France. Hein, c'est-à-dire qu'avant, on compensait, mais en achetant des programmes à l'étranger. Donc, on a été partenaire pour ce label bas carbone en France, et de maintenant de financer des projets qui ne sont pas simplement sur l'évitement hein, des émissions, mais vraiment sur la séquestration avec un certain nombre de qualités. Et aussi, après, de chercher, nous, c'est peut-être le dernier point, c'est de s'adapter. Hein, nous savons que de toute façon, on va devoir subir des modifications climatiques et comment on s'adapte pour que nos opérations demain puissent continuer à se dérouler, augmenter les plans de prévention aussi des risques et donc de s'adapter à toutes les conséquences des changements climatiques. Voilà en quelques mots. J'ai plein d'autres choses à vous dire, parler de biodiversité, mais il faudrait qu'on ait quelques temps pour répondre à vos questions. Alors, premier temps de questions-réponses, puisque Philippe Dorje va nous quitter dans quelques minutes pour enchaîner avec une autre série de questions avec le confrère de l'AFP cette fois-ci. Alors, je vais initier la séance de questions-réponses. Moi, il y avait une première chose que je voulais vous demander, c'est quand vous avez présenté cette nouvelle politique RSE ou politique enrichie, Oui.
est la réaction et de vos collaborateurs et des organisations syndicales? Est-ce que c'est pour eux finalement plus de travail et du travail qui ne relève pas forcément de leurs tâches historiques? Vous parliez tout à l'heure d'apporter des repas, de regarder l'état des routes ou de participer à l'établissement de diagnostics de performance énergétique de logement. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a été bien reçu au regard de l'évolution de l'activité de l'entreprise ou pas? Très bien. Ben, écoutez, peut-être deux choses. D'abord, cette diversification, elle est acceptée et nous le mesurons parce que nous posons des questions dans le cadre du baromètre engagement, d'abord, hein, et par un certain nombre d'enquêtes. Et je crois qu'au contraire, nos postiers, après une période un peu au début, dans les années 2010, 2014, un peu de déni, hein, euh, de la baisse du courrier, bon, plus personne ne peut aujourd'hui nier cette baisse du courrier. Et donc, au contraire, une attente du corps social qu'on mesure, hein, voilà, par différents canaux, comme je vous l'ai indiqué, pouvant même considérer parfois que ça va pas assez vite, vous voyez. Et puis, on fait des panels, le président, moi-même, on va sur le terrain, bien souvent on a des questions, mais le portage de repas, à Libourne, ils le font, nous ici, on est à Périgueux, il y en a toujours pas, enfin voilà, c'est plutôt... voilà, et dès lors qu'on n'est pas sur des activités nouveaux services qu'on a pu faire aussi, on sait, bon, on a beaucoup tâtonné, qui étaient très orientés commercial, vous voyez, voir un peu du genre représentant placier, vous voyez, à essayer de vendre, je sais pas quoi. Quand ça touche au contraire des missions d'intérêt général, il y a une acceptation qui est légitime. Voilà, le portage de repas aux personnes âgées, c'est très proche en fait de la mission du facteur. Ça touche au vieillissement de la population. C'est une activité noble socialement, hein. Quand on parle d'écologie, dès lors qu'on le fait aussi précédé par une explication sur le pourquoi, sur le sens, euh, et puis aussi qu'on va chercher quand même plutôt des volontaires, parce que parfois c'est dans la tournée du facteur et parfois on va essayer de trouver des tournées dédiées, hein, à cela. Dans ces cas-là, on va chercher des volontaires. Voilà. Vraiment, on n'a pas de difficulté sur Action Habitat non plus, hein. Donc, voilà, donc une acceptation. Les organisations syndicales sont, je dirais, neutres à la limite, avec bon, plus ou moins marqué peut-être la CFDT qui est un peu plus portée sur ces sujets de RSE. Mais voilà, pas d'hostilité sur ces missions, mais dès lors que vous donnez les moyens aux postiers de le faire. Donc les débats peuvent être après, est-ce qu'ils auront le temps de le faire, est-ce que les moyens sont adaptés? Mais voilà. Et puis alors, plus de travail, vous voyez, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire tout en même temps. Hein, je fais ma tournée. Bon, ben voilà, j'ai un point d'arrêt peut-être en plus, mais en fait, c'est dans le parcours de ma tournée. Et de toute façon, les points d'arrêt pour le courrier diminuant, voilà. La difficulté, elle est plutôt sur d'un autre ordre, hein, ce sont les réorganisations, hein, qu'on est obligé de faire parce que la baisse du courrier fait que malgré tout, on a une diminution du nombre de tournées. Et quand le courrier baisse de l'ordre de 7 à 8% chaque année, et maintenant on est plutôt sur du -9, on ajuste le nombre de nos tournées plutôt de l'ordre de 3,5%. Hein, vous voyez, donc on n'est pas. Et justement, le différentiel, c'est d'aller chercher ces nouvelles activités pour éviter finalement qu'on soit obligé d'adapter. Voilà, j'essaie de répondre à vos questions. Et puis après, vous voyez, moi je cherche à montrer que, bien sûr, parfois il y a des actions supplémentaires sur la RSE, mais en réalité, quand vous optimisez une liaison transport ou une route pour économiser des kilomètres parcourus, ben, vous ne faites pas quelque chose en plus, hein. C'est à la fois bon pour la performance économique et bon pour la performance écologique. Donc, quand on est passé par exemple, pour le transport des colis dans les remorques, hein, vous voyez sur l'autoroute, on avait des remorques, mais on mettait des chariots dedans, et les chariots étaient remplis, hein, donc on est passé, ça avait une contenance de 1500 colis. Maintenant, on charge en vrac, c'est-à-dire qu'on remplit la remorque sans ces structures métalliques à roulettes, et on a du vracage et du dévracage qui permet de remplir jusqu'au plafond la caisse mobile. On est passé de 1500 colis à 4000 colis. Donc, vous voyez, tout de suite, ça a évidemment un impact économique et en même temps un impact écologique. Et donc, voilà, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est le en même temps, là. Il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que bon,
vous dites que finalement, en organisant les tournées différemment, on peut assurer plus de services. Est-ce que c'est vrai, par exemple, d'un service aussi particulier qui demande des compétences là aussi très particulières, comme l'établissement d'un diagnostic de performance énergétique d'un logement? Là, il faut, j'imagine, former les personnels et leur donner peut-être un temps supplémentaire ou... Absolument. Alors, dans notre organisation de travail, c'est pour ça qu'on a deux niveaux d'organisation, en fait, hein. On a des opérations, je dirais, simples, qui, dans nos méthodes un peu d'organisation, hein, ne dépassent pas 4 minutes, en fait, hein. Dès lors que ça dépasse pas 4 minutes, 4, 5 minutes, ça peut déborder parfois un peu, mais voyez, porter un repas, par exemple, auprès d'une personne âgée, voilà, ça va durer quelques minutes, parfois un peu plus, parfois d'ailleurs un peu moins, parce que la personne n'a pas le temps, etc. Donc ça, on rentre dans l'organisation de tournées mutualisées. Dès lors, vous avez raison, on est dans un niveau à la fois de compétences et de formation avec du temps. Nous détachons à ce moment-là des postiers de leur tournée, hein, et c'est effectué dans ce qu'on appelle des tournées dédiées. Mais aussi dans l'organisation postale, on le connaissait, hein, quand des postiers, par exemple, vont collecter dans des entreprises, il y a des tournées spéciales entreprises, et donc on a différents types d'organisations. Et donc on a créé aussi une fonction de facteur service expert, hein, qui a un coefficient dans la classification qui est supérieur. Et évidemment, dans ces cas-là, il est formé et habilité, j'ajoute, hein, pour réaliser cela. On C'est-à-dire le fait par exemple aussi, par exemple, dans un autre domaine, vous voyez, le partage de repas par les personnes âgées, mais on a aussi dans des programmes avec des pôles de gérontologie, notamment à Toulouse et à Grenoble, un programme d'accompagnement des fragilités qu'on appelle ICOP. Et là aussi, ce sont des postiers qui sont dédiés à la détection de fragilité et les services aux personnes âgées, dès lors qu'on n'est plus simplement dans la livraison. C'est-à-dire que le groupe La Poste, et notamment votre branche, pourrait créer ex nihilo des filiales spécialisées dans la délivrance de ces services-là, ce que vous nous avez présenté ou d'autres. Alors, oui et non, c'est-à-dire que oui, d'un point de vue commercial et pour développer, je dirais, la solution d'un point de vue marketing, vous voyez, le contenu, pour bien connaître le métier. On a, par exemple, dans le domaine de la santé et l'autonomie, fait l'acquisition à ce titre d'Asten Santé, hein, qui est un groupement de prestations de santé à domicile qui s'occupe d'oxygénothérapie, notamment d'urologie. Voilà, donc là, il y a vraiment une compétence. Et en même temps, de pouvoir s'appuyer sur le réseau de la maison mère, hein, c'est-à-dire la filiale, en l'occurrence, qui est vraiment spécialisée, qui détient les compétences dans un métier donné, pour un certain nombre de tâches, va sous-traiter quelque part, hein, à sa maison mère avec le réseau des facteurs. C'est un peu ça notre mode de fonctionnement. Mais on le connaissait par exemple aussi dans des modes très traditionnels comme Mediapost, vous voyez, par exemple, qui commercialise des solutions de distribution d'imprimés publicitaires, voilà, et en même temps qui sous-traite aux facteurs la distribution de ces prospectus commerciaux, hein, vous voyez. Donc le modèle de la filiale qui est vraiment sur son marché, qui connaît à fond le métier et qui s'appuie sur les facteurs, ça, on le connaît. Dernière question peut-être avant de vous laisser rejoindre nos confrères de l'AFP. Vous parliez tout à l'heure d'achats, je crois en quantité importante, de crédits carbone volontaires, en tout cas jusqu'à présent. Est-ce que vous avez eu, comme un certain nombre d'autres entreprises, de mauvaises surprises avec ce genre de prestations? Alors, je ne crois pas, mais Laure Mandaron vous répondra après plus précisément, mais en tout cas, j'ai jamais eu connaissance, hein. Non, non. Oui, et on vous répondra précisément. D'accord. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, Encore 5 minutes, hein, vous savez, les faits pour attendre, hein, si vous en avez. alors, ben, je me tourne vers les petites sœurs. Y a-t-il des questions à Philippe Dorge? Ça ne se presse pas au portillon. Alors, j'ai été clair, alors. Ça avait été clair et net, absolument. Très bien. Ben, écoutez, merci en tout cas de vous intéresser à notre belle entreprise, hein, et puis on est toujours prêt à écouter des suggestions ou d'ouvrir de nouveaux champs. Voilà. Avec Merci plaisir. à vous. Bon Merci de nous après-midi. avoir consacré du temps. Au revoir. Je laisse la place alors.
Alors, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai un DG qui est hyper engagé, hyper sponsor. Donc, vous Donc, n'avez plus rien à dire, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. c'est voilà, c'est le rançon Ah, de la victoire quand on réussit à partager avec ses dirigeants à la fois l'ambition, la motivation et aussi le sponsoring, hein. Donc, ravi en tout cas d'être avec vous. Effectivement, vous l'aurez compris, Philippe est un dirigeant extrêmement engagé et qui a cette particularité à la fois de porter des projets très stratégiques à l'échelle nationale, mais également qui a à cœur que cette RSE, elle irrigue l'activité quotidienne jusqu'aux facteurs, hein, jusqu'aux opérateurs, et ce également, comme il l'a explicité, dans une logique très écosystémique en local, puisqu'on est à la fois sur les territoires, mais aussi dans les territoires, et que la logique vraiment de ce travail que Philippe a un peu explicité à travers la présentation rapide de la politique, c'est bien de donner l'autonomie à nos managers et à nos opérationnels. Hein, on est 110 000 dans la branche pour qu'au quotidien, il y ait des initiatives environnementales et sociétales qui viennent à la rencontre de préoccupations et d'opportunités locales dans une logique d'être une entreprise à la fois engagée mais engageante pour nos parties prenantes. Alors, ce que je vous propose, parce que Philippe a largement, je dirais, engagé la discussion sur les slides qui relèvent de ma partie, donc n'hésitez pas, Valérie, à avancer. Je vais simplement vous donner quelques messages clés en complément de ce que Philippe a dit, hein. Euh, alors, par rapport à votre question, donc, et certaines personnes connectées que je connais bien ont à plusieurs reprises eu l'occasion d'échanger avec nous pour valoriser le leadership de la Poste, notamment dans les domaines de la compensation. Donc, par rapport à votre question, La Poste, pendant 11 ans, a été l'un des leaders de la neutralité carbone, hein, avec ce triptyque je mesure, je réduis, je compense. Nous n'avons, et on peut quelque part toucher du doigt et s'en féliciter, jamais rencontré de difficultés sur ce long chemin à la fois magnifique et parfois quand même très controversé de la compensation. Pendant 11 ans, hein, vous le savez, un certain nombre d'entre vous le savent, on a compensé l'intégralité des émissions du groupe La Poste dans des magnifiques projets, hein, avec des standards les plus exigeants. Alors, bien évidemment que ce pivotement de notre stratégie n'est absolument pas le reflet euh, d'une quelconque remise en cause de cette qualité et de l'enjeu de ces mécanismes de compensation, mais bien de profiter en fait d'un changement d'air qui s'est accompagné, comme le disait Philippe, d'un dépôt d'une trajectoire auprès de SBTI pour aller encore plus loin, à savoir à horizon 2040, et aller également proposer une trajectoire vers le zéro émission nette. Et ce pivotement, finalement, s'est adossé à cette nouvelle ère où nous avons souhaité accentuer l'affalement des émissions, donc le pilier réduction. Et puis, bien évidemment, je pense que vous êtes nombreux autour du téléphone aujourd'hui à savoir à quel point l'adaptation à ce changement climatique est une préoccupation majeure, que ce soit vis-à-vis de notre capacité à poursuivre nos prestations dans un monde à plus 4 degrés, à faire évoluer nos organisations RH et bien évidemment à assurer la résilience de nos actifs essentiels à la Poste, hein, on l'a dit, un peu plus de 10 000 bâtiments, on a la plus grosse flotte aujourd'hui de véhicules, donc c'est un enjeu absolument majeur, donc nous venons d'opérer ce pivotement. Je propose de passer à la slide suivante, hein. Philippe Madame en a parlé. Manaro, juste une précision. En 11 ans, combien de crédits carbone volontaires la Poste a-t-elle acheté? Alors, j'ai jamais fait la somme, mais vous faites 3 millions fois 10. Chaque année, dans les premières années, on compensait environ 2 millions, au milieu de l'exercice 2,5 millions et à la fin de l'exercice 3 millions. Donc, ça doit faire environ, allez, on va dire 2,5 millions par an fois 10 et vous avez à peu près le volume. Voilà. Donc, peut-être pour préciser, hein, nous compensions l'intégralité de nos émissions à l'international. Et en plus, et d'ailleurs, nous n'avons jamais comptabilisé ce qu'on appelle les réductions d'émissions et non pas des crédits carbone obtenus via le financement de nos projets d'évitement et de séquestration en France, puisque vous le savez, hein, en complément de cette compensation à l'international, pour des raisons très sociétales, beaucoup plus que environnementales, nous avons été l'acteur pionnier auprès des ministères pour travailler l'avènement du label bas carbone et pour financer les projets
d'évitement et de séquestration en France. Et ces réductions d'émissions, nous ne les avons même pas comptabilisées, puisque pour nous, finalement, c'était plus un engagement sociétal pour les politiques françaises de neutralité carbone. Et surtout, l'enjeu de ces projets de compensation en France, c'était de créer de l'engagement, de la fierté de nos postiers de manière concrète, avec des projets finalement très latéraux pour accompagner la transformation sociale en fait de la Poste. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce transparent très rapidement, mais Philippe en a parlé. Vous voyez hein, la répartition de nos émissions, hein, du transport et de la livraison qui pèsent pour 80% de nos émissions de CO2, hein, d'où l'enjeu pour nous d'optimiser, comme l'a dit Philippe, d'être le transport en commun, d'être innovant dans les technologies qui nous permettent de continuer cette mutualisation et bien évidemment, et j'y reviendrai après, d'intégrer des énergies bas carbone dans la livraison, mais aussi dans le transport routier moyenne et longue distance. Et vous voyez, dans une moindre mesure, nous avons l'enjeu des bâtiments et de l'aérien, mais simplement, on va dire, à hauteur d'un peu moins de 20%. Donc cette répartition, elle est importante hein, si on raisonne en termes de matérialité vis-à-vis de nos enjeux. Et si je passe au transparent suivant, vous voyez bien sûr cet enjeu de l'affalement dont a parlé Philippe Dorge de nos émissions. Vous êtes très familier, hein, j'imagine, avec ce sujet du SBTI et du zéro émission nette. Réussir à réduire de 90% nos émissions en 2040 en comparaison de 2021, ça va être extrêmement complexe. Alors, vous allez me dire, bah tiens, dans votre schéma, on voit que vous avez dépassé votre objectif à 2030. Alors, quelque part, les optimistes diraient, c'est génial, on a de l'avance. Je pense que ce qui est de mon rôle à moi, direction RSE, c'est de dire, ne crions pas victoire, puisque chaque année, en quelque sorte, le jeu est relancé. Hein. Rien n'est acquis. Et par ailleurs, à tout moment, vous pouvez avoir des flux de colis, par exemple à l'international, qui repartent très fortement à la hausse. Vous pouvez avoir des déconvenues par rapport à des problématiques aussi, on l'a vu hein, dans les méthodologies, tout simplement, de comptabilisation des émissions de CO2, hein, les fameux facteurs d'émission pour ceux d'entre vous qui êtes familiers. Et donc, rien n'est jamais acquis. Donc, moi, mon rôle, c'est de dire, il n'y a pas d'avance. On a parfois de bonnes surprises. Pour autant, l'ambition, il faut l'avoir à 2040 et pas à 2025. Et donc, chaque jour, au quotidien, nous devons être très, très exigeants et mettre la barre très, très haute dans tous les inducteurs de décarbonation qui ont été modélisés. Alors, justement, rapidement, ces inducteurs, c'est la slide suivante et je vais simplement visiter des champs que Philippe ne vous a pas encore évoqués. C'est le sujet de la décarbonation par l'intégration d'énergie bas carbone sur nos transports routiers moyenne et longue distance. C'est 50%, on va dire, de l'empreinte. Alors, quand on a réussi à réduire les kilomètres inutiles, c'est les fameux schémas logistiques dont parlait Philippe, qu'on fait de la mutualisation et qu'on innove pour mettre plus de colis dans moins de kilomètres, il reste un dernier levier qui est l'intégration d'énergie bas carbone. Ce sujet du transport décarboné, je ne parle pas de la livraison, je vous parle vraiment du transport moyenne et longue distance, il est très complexe parce que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, les énergies bas carbone ne sont pas encore au rendez-vous. Donc aujourd'hui, notre stratégie est de miser sur des énergies de transition que sont le biogaz et le biocarburant. Et quand l'hydrogène et l'électrique, alors l'électrique avant l'hydrogène, seront au rendez-vous en termes de coûts, en termes surtout d'autonomie et de réelle performance environnementale, hein, vous savez quels sont les enjeux autour de l'hydrogène aujourd'hui, bien évidemment que notre stratégie est faite de telle manière que nous puissions à tout moment faire évoluer le mixte entre du biogaz, du biocarburant et progressivement, quand nous le pourrons, aller vers plus d'électrique. On n'a pas trop d'espoir dans l'hydrogène, mais pour autant, vous voyez qu'il y a un petit pouillème, histoire de dire, on reste quand même en veille sur cette énergie-là. Donc, je dirais, ce qui est super intéressant aujourd'hui pour nous, c'est qu'on côtoie tous les jours l'écosystème des énergéticiens, des constructeurs, des institutionnels, pour être vraiment au meilleur des technologies à un instant donné, en conjuguant 4 critères, aspect économique, aspect autonomie, réalité de la performance environnementale dans une approche d'ACV et on va dire autour de tous les domaines environnementaux, hein, et pas que le CO2, mais aussi les enjeux de pollution atmosphérique
et certains d'entre vous êtes au courant que parfois il y a des enjeux autour de l'utilisation des sols. Donc on est très très vigilant pour pas qu'il y ait le transfert d'impacts environnementaux vers d'autres domaines environnementaux. Donc une vraie vigilance autour de la réalité de la performance environnementale. Et pour ce faire, c'est le rôle de mon équipe. On est en permanence en contact avec des scientifiques, des ONG, pour vraiment être à l'écoute de toutes les connaissances qui évoluent très très vite. Et puis, bien évidemment, un autre critère qui est le cas d'usage opérationnel, hein. On est la Poste, on a chaque année, on parcourt 300 millions de kilomètres. Le coût des transports, c'est un peu plus de 700 millions. Bien évidemment que pour nous, il y a des enjeux opérationnels dans la capacité à opérer. Il y a certaines énergies bas carbone qui nécessitent des rétrofits moins évidents que tout simplement partir sur une solution très optimisée. Sachant que quand même, pour votre information, ce transport, il est sous-traité et qui a un très gros enjeu qui est l'accompagnement de nos 600 transporteurs. On a un peu plus de 5000 liaisons journalières, donc c'est une vraie conduite du changement et une vraie responsabilité quant à l'accompagnement des petites entreprises et des grands transporteurs. Il n'y a pas que des petites entreprises, mais qui chaque jour opèrent ces liaisons. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Accompagnement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous les aidez à s'équiper de camions plus efficaces, par Alors, exemple. oui, il y a trois, je dirais, il y a trois leviers d'accompagnement. Déjà, un levier qui est régulièrement avec nos acheteurs de partager avec l'ensemble de nos transporteurs des éléments de veille et de connaissance du marché, puisqu'on est au quotidien en interaction avec, je vous disais, constructeurs énergéticiens. C'est de leur faire profiter de conditions avantageuses dans l'acquisition de véhicules et également dans l'installation de certaines infrastructures, comme par exemple des cuves de biocarburants, ou de pouvoir accéder à des conditions tarifaires intéressantes sur des stations d'avitaillement partagées, par exemple en matière de biogaz, où c'est la Poste qui finalement va acheter et s'engager sur des capacités de biogaz, et donc nos transporteurs peuvent bénéficier de ce type de conditions. Et puis, bien sûr, au quotidien, nous sommes à leur côté pour partager en avance de phase nos stratégies pour qu'ils puissent bien évidemment anticiper l'évolution de leurs pratiques au regard notamment de stratégies comme celle de la Poste. Alors peut-être, et après bien sûr, hein, si le temps nous le permet, j'aurai à cœur de répondre à vos questions, mais peut-être pour terminer quand même, ce qui me paraît important de vous partager, c'est le slide d'après. Comme l'a mentionné Philippe, on a comme enjeu majeur, c'est aussi d'accompagner nos clients. Alors quand je vous parle de nos clients, c'est les clients entreprises, hein. Comme l'a dit Philippe, c'est 72% de notre chiffre d'affaires, hein, c'est des Amazon, des Cdiscount, le groupe SRS, des Maïf, voilà, donc c'est des clients qui aujourd'hui sont très très attachés bien évidemment à ce qu'on appelle le scope 3. Hein, la Poste est très souvent un acteur important de leur scope 3. Et puis de plus en plus, avec l'arrivée de la CSRD, au-delà de l'enjeu du bilan carbone, les grandes entreprises et nos grands clients nous disent aidez-nous, puisque vous êtes un acteur quand même leader avec un historique incroyable, aidez-nous à travers vos offres et à travers vos conseils et l'interaction et les partenariats qu'on peut mener avec vous à répondre à nos enjeux autour de notamment cette CSRD. Alors Philippe en a parlé, pour ce faire, il y a un très gros enjeu autour de la data. Donc, c'est comment développer des outils de mesure et de restitution de l'empreinte CO2 à nos clients qui, au-delà de répondre au reporting, vont les aider à faire évoluer et à mieux comprendre leurs choix logistiques. Donc, comment transmettre la bonne donnée pour que le client puisse finalement bien orienter ses choix avec la Poste pour, au final, avoir une empreinte optimisée. Ça, c'est un enjeu essentiel. Et puis, bien évidemment, si on s'adresse aux clients destinataires, vous êtes peut-être au courant qu'il y a un enjeu qui relève de l'information environnementale du consommateur dans les tunnels des e-commerçants. Philippe l'évoquait aujourd'hui. L'enjeu, c'est que vous avez plein de data erronées où vous avez des calculateurs dans le tunnel de commande qui finalement expliquent aux e-acheteurs que s'il commande de telle ou telle manière avec telle ou telle façon d'opérer sa livraison, eh bien c'est plus ou moins green. Très souvent, ce n'est pas comparable. Très souvent, l'empreinte carbone qui est restituée, elle est epsilonesque au regard du périmètre exhaustif des émissions de CO2. Et puis souvent, c'est fait de telle manière que ça instaure en fait des biais et des idées reçues. Donc, il y a un gros sujet autour de la data, de la nature de cette restitution et surtout de l'avènement de standards rigoureux qui permettent d'avoir des données comparables, fiables et qui véritablement pourront orienter les choix des consommateurs citoyens vers des modalités plus responsables.
Autre élément également intéressant, hein, on en a peut-être un petit peu moins parlé, mais vous savez peut-être que sur une ACV, autour de la livraison, l'emballage pèse 33% des impacts environnementaux. Donc, même si la Poste n'est pas un fabricant d'emballage, nous avons un rôle important pour orienter nos clients pour démocratiser et dynamiser l'usage de l'emballage réutilisable. Et par ailleurs, nous avons également développé des standards avec des critères à la fois techniques, environnementaux et sociaux qui permettent aujourd'hui aux fabricants d'emballages réutilisables en fait de mener des démarches d'optimisation de leurs emballages et peuvent prétendre à l'obtention de ce type de label sur leurs emballages pour finalement garantir à leurs clients que l'emballage a une vraie vertu environnementale et qu'il va réussir à passer dans les process postaux sans être, on va dire, altéré, hein, puisqu'il y a parfois un équilibre entre robustesse de l'emballage et capacité de cet emballage à être réutilisable. Donc, en deux mots, c'est que c'est essentiel d'affaler nos émissions de CO2 sur notre périmètre direct de responsabilité, mais nous avons également un rôle à jouer essentiel dans la sensibilisation de nos clients et dans l'apport de réponses qui vont les aider dans leur choix avec la Poste ou dans la manière dont ils vont pouvoir informer le destinataire particulier pour œuvrer collectivement à finalement des livraisons de courrier ou de colis qui soient les plus optimisées d'un point de vue environnemental. Donc voilà peut-être quelques éclairages complémentaires à ce que Philippe a pu vous apporter dans sa partie. Merci Laure Mondaron. Y a-t-il des questions supplémentaires? Ne parlez pas toutes à la fois. Oui, bonjour, je suis Adeline Averland de l'AEF. Moi, je voulais revenir sur les leviers que vous avez évoqués. Est-ce que vous pourriez rentrer dans le détail du poids de la réduction de chacun de ces leviers dans le cadre de la trajectoire de moins 90%? Qu'est-ce que chacun peut représenter à terme? Par grand bloc, vous voulez que je vous explique Oui, rapidement? oui. Mhm. Si je prends le sujet de l'optimisation de notre livraison, donc ce qu'on appelle le premier et le dernier kilomètre, ok, hein, donc là c'est Mhm. l'enjeu, c'est transport en commun des objets, je réduis les kilomètres inutiles sur la livraison et j'intègre bien évidemment de l'électrification dans mon parc. Ça pèse pour en gros pour les 6 années qui nous restent à ce qu'on appelle au near terme 2030, là, dans les 6 prochaines années, ce maillon-là représente 53% de l'effort de réduction. D'accord, ok. Ok, voilà, ça vous donne l'ampleur. Donc 53% de ce qu'on doit réussir à continuer à réduire dans les 6 prochaines années, là je reste à 2030, hein, Mhm. c'est ce dernier kilomètre. Ok? D'accord. La partie transport, transport routier Mhm. moyenne longue distance, hein, ce que je vous expliquais, hein, Oui. absolument mutualiser, ce que Philippe disait, passer de 1200 colis à 4000 colis grâce à des caisses mobiles, du vrac rangé, plus l'intégration de mes fameuses énergies de transition, biogaz, biocarburant. Ça porte environ, même si dans l'empreinte, c'est très fort, Oui. ça pèse dans l'effort à mener dans les 6 prochaines années, 30%. D'accord. OK? Alors après, si je continue ma modélisation, l'aérien, donc notamment, Mhm. on a quasiment plus d'aérien national, hein. Il n'y a plus que, c'est vraiment epsilonesque, hein. Donc si on prend juste la partie aérien international qui représente 30% à peu près, on n'est pas 30%, j'ai pas le levier. L'aérien représente 4%. Là, les seuls leviers que nous aurons à notre disposition, c'est l'arrivée de SAF, hein, donc dans Mhm. bon, alors je vous avoue quand même qu'on est très très pessimiste, hein, parce que quand on voit Oui. euh, les directives européennes, on espère avoir à 2028, 2020, 2030, on espérait avoir environ 6% de SAF incorporés. Clairement, on les aura pas. Mhm. Donc on est assez pessimiste sur le fait que nous misons sur moins 4000 tonnes de CO2 sur les 6 années à venir sur cet inducteur d'aérien international. Il y a de fortes chances qu'on ne les atteigne pas. Et donc là, pour nous, ça va se jouer vis-à-vis des tonnes de colis emportés, hein, de l'emport en poids emporté. Voilà. Donc peu de marge de manœuvre. Et après, si je vous prends la partie bâtiment, donc le bâtiment, vous avez vu, ce n'est que 12%. Euh, Mhm. Là, nos marges d'amélioration vont être autour de l'intégration progressive, même si nous en avons déjà aujourd'hui d'énergie renouvelable.
Il faut savoir pour autant que 100% de l'électricité que nous utilisons dans nos bâtiments et pour nos véhicules électriques, forcément, hein, qui sont chargés sur nos bâtiments depuis 2016, c'est intégralement de l'énergie issue d'origine renouvelable, de sources d'origine renouvelable. Hein. Donc finalement, quand on regarde aujourd'hui dans notre empreinte, ça pèse finalement assez peu. Mhm. Sauf quand vous intégrez, hein, je ne sais pas si vous connaissez l'amont de l'énergie du coup qui vient Oui. nourrir le CO3, bon, mais je ne rentre pas dans le détail. Donc finalement, on a assez peu d'optimisation encore à notre main, puisqu'on est déjà très optimisé par le recours à des sources d'énergie renouvelables sur l'électrique. Là où ça va être hyper important, c'est tout ce qui relève en fait du fait que nous allons affaler nos mètres carrés. Nous avons D'accord. une réduction très conséquente de nos mètres carrés qui va être très contributrice à l'évolution à la baisse de ces fameuses 12% d'énergie de nos bâtiments. Voilà ce que je pouvais rapidement, hein, c'est assez grossier là ce que je vous donne, mais c'est des grands ordres de grandeur. Ok, parfait, merci. Vous parliez à l'instant d'une réduction conséquente des mètres carrés. Plus précisément, c'est quoi? C'est la fermeture de sites, c'est le regroupement de centres de tri, et ça porte sur quel volume? Alors, effectivement, aujourd'hui, il y a de grandes évolutions qui font que, par exemple, je vous prends un exemple très concret, vous avez une grosse plateforme par exemple, industrielle courrier qui avant ne traitait que du courrier, de par l'évolution de notre mix, hein, plus de colis, moins de courrier, plus de services de proximité, eh bien cette plateforme industrielle courrier, d'ici un an, accueillera en fait deux sites qu'on appelle nos sites de tri et de distribution, qui vont être réunis sur cette plateforme industrielle courrier. Donc du coup là, dans l'exemple que je vous donne, c'est finalement anciennement trois sites se regroupent en un site avec une très grosse optimisation en plus logistique en termes de kilomètres. Voilà, donc ça c'est un exemple. Nous avons également d'autres types d'évolution d'organisation. Là aussi, le colis qui prend une place prépondérante. Donc on a des sites qui se transforment, ce qu'on appelle en plateforme multiflux. Donc vous allez avoir ce qu'on appelle des plateformes de distribution multiflux qui vont à la fois continuer à exercer l'activité courrier, mais qui accueillent la mécanisation nécessaire pour pouvoir traiter du colis. Et donc, cette évolution d'organisation fait qu'on a une optimisation des mètres carrés, puisque le colis, finalement, va s'opérer sur une plateforme de distribution qui, anciennement, n'opérait que du courrier. Voilà pour vous donner deux exemples. Et d'ici à 2030, quelle va être la réduction de votre empreinte foncière ou du nombre de mètres carrés exploités? Alors, j'ai le chiffre dans des slides, mais je ne les ai pas sous la main. Je crois que c'est moins 14 000 mètres carrés, mais j'en suis pas sûre, donc ça, on pourra vous le redonner. D'accord. Est-ce que le groupe, compte tenu justement de votre emprise foncière et j'imagine, du nombre important de mètres carrés de toiture locaux, avait l'intention de devenir un producteur important au hasard d'électricité photovoltaïque? Oui, alors il s'avère effectivement qu'au-delà du respect de la réglementation, avec soit l'intégration de panneaux photovoltaïques et ou la végétalisation des fameux 30% de vautoirs, on va plus loin et notamment un gros projet est mené sous pilotage de notre foncière immobilière qui s'appelle la Poste Immobilier. Et nous venons de signer un partenariat de grande ampleur avec EDF et avec concrètement quatre grosses filiales d'EDF puisque l'enjeu pour nous va être de développer la production d'énergie renouvelable, notamment photovoltaïque, pour le compte même de nos sites, hein, vraiment avec une logique d'autoconsommation. Et au-delà de cette autoconsommation, hein, qui devrait représenter à horizon 2030 6% de notre consommation. Alors ça paraît pas beaucoup, mais pourquoi ces 6% sont loin d'être simples à obtenir? C'est parce qu'en fait, on a en fait ce qu'on appelle des chronogrammes, donc des horaires de consommation sur nos sites industriels qui sont très peu propices à l'utilisation d'énergie renouvelable, contrairement à un Ikea par exemple. Hein, vous voyez, donc voilà, Travailler la nuit. qui sont pas très corrélés, je dirais, au moment d'optimisation de la production des énergies renouvelables. C'est pour ça que 6% paraît peu. En réalité, c'est un optimum pour nous. Et bien évidemment, de ce grand programme que l'on va mener avec EDF, il y a cet enjeu aussi d'être producteur pour compte de tiers, au-delà de ce qu'on fait déjà aujourd'hui, puisqu'il s'avère que nous avons déjà 46 centrales photovoltaïques qui redistribuent au réseau, mais on est aujourd'hui sur voilà, des volumes epsilonesques au regard de l'ambition que nous allons commencer à déployer avec ce consortium EDF La Poste. Et quelle est l'ambition de ce consortium?
Alors là, si vous voulez, on pourrait vraiment vous donner des éléments. En 2 minutes, voilà, je peux pas être très précis, si ce n'est qu'il y a 4 grands enjeux. Développer l'installation d'infrastructures de recharge électrique, bien évidemment pour des enjeux relevant de nos propres besoins à la Poste, mais pas que, avec une véritable problématique qui est l'ouverture de ces infrastructures de recharge à l'ensemble des parties prenantes sur le territoire. Un autre sujet, vous venez de l'aborder, qui est la production d'énergie renouvelable, notamment pour alimenter l'autoconsommation de la Poste. Un sujet autour de la sobriété énergétique et de l'amélioration de notre capacité à piloter cette efficience dans des bâtiments qui sont compliqués à piloter sous le prisme de la sobriété. Et puis on a une quatrième voie qui est un petit peu confidentielle autour des infrastructures d'avitaillement qui dépassent l'électrique que je n'aurais pas forcément la possibilité de vous développer aujourd'hui. Peut-être un dernier point, Laure Mondaron. On a notre directeur général a évoqué l'adaptation. Euh, la Poste gère un nombre très important de sites divers et variés, aussi bien en ville qu'à la campagne. Quels sont les enjeux en matière d'adaptation pour la Poste? Alors effectivement, donc quand on prend l'actif du bâti, on a aujourd'hui 10 000 bâtiments répartis sur l'ensemble du territoire et notamment dans les territoires d'outre-mer. Donc là, on a travaillé 1 an avec AXA Climate pour établir la cartographie exhaustive de nos 8 millions de mètres carrés et nos 10 000 sites pour avoir une vision à la fois de leur sensibilité et vulnérabilité à 6 catégories de risques associés au changement climatique. Donc là, on a une cartographie aujourd'hui extrêmement fine de cette sensibilité et du caractère vulnérable de nos sites. Et là, sur les 12 prochains mois, l'enjeu pour nous, c'est bien sûr de chiffrer le coût de l'adaptation versus le coût de l'inadaptation, à cette notion de financiarisation du coût. Donc là, les travaux sont en cours. Et puis, nous travaillons autour de la mise en place d'un plan d'adaptation à l'échelle nationale, mais surtout, nous avons commencé à déployer la structuration de plans d'adaptation à l'échelle de chaque établissement. Donc, quand vous avez dans notre branche 2600 sites, ça veut dire que nous aurons 2600 plans d'adaptation à l'échelle territoriale avec 3 gros sujets. Comment on fait évoluer nos organisations RH? Parce que vous vous doutez bien que sur certaines plateformes, quand il fait 50 degrés, quand vous êtes dans votre caisse mobile pour trier et trier du colis, ben c'est pas pérenne, hein, on peut pas continuer dans ces conditions. Quand vous êtes un facteur qui sort tous les jours par tous les temps, il y a un vrai enjeu aujourd'hui aussi d'adapter nos tournées pour tenir compte de ces fameux risques autour d'enjeux de sécurité de nos collaborateurs. Donc là, vraiment un sujet RH qui est depuis 1 an fortement porté par nos directeurs des ressources humaines. Un volet achat, puisqu'il est essentiel, on est un très très gros acheteur, hein, on a un peu plus de 50 000 fournisseurs actifs. Donc ça veut dire qu'en amont, il faut absolument qu'on travaille avec nos fournisseurs stratégiques ce sujet-là dans nos critères achats et dans la vie des contrats, hein, le pilotage de la vie des contrats. Et bien sûr, qu'il y ait un travail aussi avec nos clients stratégiques, puisque l'enjeu, c'est qu'on soit en capacité de délivrer nos prestations dans des conditions qui seront très différentes de celles d'aujourd'hui. Donc, c'est tout ce travail de cartographie qui est en train d'être mené avec à la fois nos directions techniques, nos directions des achats, nos directions des ressources humaines et nos opérationnels. Et nous sommes en train également de mener un travail de formation de nos directeurs d'établissement de manière à ce qu'ils puissent, à l'échelle locale, quand ils mènent des projets avec des organisations assez structurantes, intégrer un nouveau critère qui n'était pas embarqué jusqu'à maintenant, qui est ce critère de l'adaptation. Et puis, je terminerai, nous avons un dispositif innovant depuis 7 ans que l'on appelle le Fonds carbone et biodiversité de la Poste, qui a vocation en fait à susciter des initiatives venant du terrain. Et donc chaque année, nous avons des projets lauréats qui sont proposés par des opérationnels avec pour objectif de réduire notre empreinte carbone. Et depuis l'année dernière, nous les mobilisons et nous sollicitons leurs propositions pour qu'elles soient également porteuses de solutions autour de l'adaptation. Et nous aurons une 8e édition cette année puisque nous allons fêter le 200e projet
issus de propositions de nos terrains pour accompagner à la fois cette réduction, mais aussi cette adaptation au changement climatique avec des projets provenant de RH locaux, de facteurs, de guichetiers, si je parle aussi au nom d'une autre branche qui est la branche grand public. Et c'est très important pour nous aussi de mettre à contribution nos opérationnels, nos managers locaux, pour qu'ils s'approprient cette composante nouvelle de l'adaptation, avec bien sûr, Philippe en a parlé, hein, même si nous avons arrêté début 2024 d'acheter des crédits carbone à l'international, nous poursuivons en amplifiant significativement nos budgets dans de la séquestration en France. Et les projets que nous travaillons dans ces sélections de projets de séquestration en France, nous avons intégré une nouvelle composante cette année qui est que ces projets doivent constituer des puits carbone, mais aussi contribuer en France à l'adaptation au changement climatique. Et nous travaillons d'ailleurs avec la Société forestière et CDC Biodiversité dans la sélection de ces projets qui sont à la fois gages de séquestration, de préservation de la biodiversité, mais aussi d'apport de réponse à cette adaptation au changement climatique. Voilà également quelques éléments de réponse sur un sujet très très vaste. Donc, vous répondez par anticipation à une question que j'allais vous poser, c'est si on regarde les émissions résiduelles du groupe dans quelques années, finalement, vous comptez les annihiler en quelque sorte ou les effacer à coup de projets forestiers. Alors, si on parle au niveau du groupe La Poste et pas uniquement de la branche là que je représente aujourd'hui, on estime qu'à horizon 2040, nous aurons à peu près 500 000 tonnes résiduelles par an. Et donc, nous sommes en train de regarder quels sont les meilleurs scénarios pour effectivement séquestrer ces 500 000 tonnes résiduelles. Ce sera impossible de les séquestrer uniquement en partant de projets de puits carbone en France. Alors, on va essayer bien sûr de maximiser notre contribution à ces politiques de transition énergétique et écologique en France. Hein, c'est l'objet même, je dirais, la raison d'être de La Poste, d'être au service de ces politiques sur le territoire français. Et au-delà de ce qu'on pourra obtenir par ces projets forestiers, mais pas que, hein, on est aussi beaucoup dans le monde agricole. D'ailleurs, cette année, nous allons financer un très beau projet dans le domaine de la biométhanisation qui conjugue à la fois meilleures pratiques agricoles, donc moins d'impact et séquestration dans les racines et les sols du CO2, et également capacité par ces nouvelles pratiques agricoles à produire des résidus nécessaires à la production de biogaz. Là, donc, on allie à la fois séquestration, mais aussi production d'énergie de transition avec du biogaz, parce qu'on croit beaucoup aussi aux solutions basées sur la nature et pas que sur la partie forêt, mais aussi sur la partie agricole. Quand vous parliez de puits de carbone forestier français, vous évoquiez, j'imagine, seulement la métropole ou il y a également des ouvertures possibles vers les forêts ultramarines? Alors, on adorerait. Et d'ailleurs, ça fait un peu plus de 5 ans que les managers qui opèrent dans les territoires d'outre-mer sont hyper impliqués en matière de RSE à la Poste. Et c'est à notre grand désespoir que nous ne trouvons pas aujourd'hui de projets pertinents dans ces territoires-là. C'est pas manque de solliciter tous les acteurs de la place qu'on connaît depuis 12 ans. Malheureusement, aujourd'hui, que ce soit les ONG comme WWF, la Société forestière, CDC Biodiv, des EcoAct, enfin, je vous en passe, hein, on les compte, ils sont une bonne dizaine à nos côtés, et aucun aujourd'hui n'a réussi à sourcer de projets en territoire ultramarin qui soient des projets pertinents, en fait. Donc, si vous en avez un dans le radar, surtout appelez-nous parce on est sur les rangs pour être vraiment prêts à les soutenir et à les financer quand vous aurez trouvé des choses intéressantes. C'est vrai qu'il y a très peu de forêts dans les départements et territoires ultramarins. Donc, il y a un peu de projets autour du blue carbone, voilà, mais c'est des projets un peu expérimentaux et quand on les analyse à la grille des tamis de l'efficience avec voilà des choses, bah, vous connaissez bien, hein, résilience, additionnalité, etc. C'est pas du tout aux attendus. Donc, on est sur les rangs et on serait hyper heureux d'être le premier financeur d'un beau projet dans ces territoires-là. Y a-t-il d'autres questions? Visiblement, on a épuisé le sujet. Bon, ben, j'espère qu'avec Philippe, on a été clair et en tout cas, c'est toujours très intéressant pour nous, voilà, de partager nos convictions, également nos partis pris et puis c'est toujours super agréable de se dire que voilà, on est là pour également essaimer
Surtout, n'hésitez pas, s'il y a des thématiques rapidement abordées sur lesquelles vous voulez quelques précisions, ce sera avec grand plaisir. En tout cas, un grand merci pour tout le temps consacré. J'ai bien noté que nous pourrions vous réinviter l'année prochaine quand le plan d'adaptation serait finalisé. Avec plaisir. D'autant que peut-être qu'à ce moment-là, le gouvernement aura publié le sien, sait-on jamais. Peut-être. Alors peut-être qu'on l'aura fini avant eux, hein, c'est possible. Hein. En tout cas, grand merci à vous. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont assisté à ce webinaire. Et donc, je vous donne rendez-vous, je crois, le 6 juin pour un autre webinaire consacré cette fois à la production de ressources propres pour l'Union européenne. Autre sujet, mais problématiques qui vont se rejoindre. Bonne fin de Merci. journée à vous tous, bon week-end et bonne semaine. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.